Bonjour à toutes et à tous. C'est Mimi, je suis très heureux de vous retrouver et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Route Vers. Dans cette vidéo, nous allons analyser Vénus Anadyomène d'Arthur Rimbaud, un poème qui concerne à la fois les amoureux de poésie et les candidates et candidats du baccalauréat, classe de première. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête? C'est parti. Le poème Vénus Anadyomène, écrit en 1870, appartient au Cahier de Douai, recueil de jeunesse dans lequel Arthur Rimbaud, âgé de seulement 16 ans, bouscule déjà toutes les conventions poétiques. Le titre renvoie à la déesse Vénus, symbole de beauté parfaite, traditionnellement représentée par l'art antique et classique sortant de la mer, nue et lumineuse, comme dans la célèbre toile de Botticelli. Mais chez Rimbaud, cette naissance mythologique est totalement détournée. Elle devient une parodie grotesque. Au lieu d'une déesse sublime, le poète décrit une femme ordinaire, laide, presque monstrueuse, qui n'émerge pas de l'écume des flots, mais d'une simple baignoire en fer blanc. Nous allons donc nous demander en quoi le poème Vénus Anadyomène met en scène une véritable émancipation créatrice, fondée sur la provocation et la rupture avec les modèles esthétiques traditionnels. Autrement dit, à travers l'analyse du poème, nous allons voir de quoi Rimbaud se libère et comment il transforme cette rupture en création poétique. Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns fortement pommadés, d'une vieille baignoire émerge, lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Le poème s'ouvre sur une comparaison brutale, comme d'un cercueil vert en fer blanc. Son contenu est suspendu, car on attend ce qui en sort. Rimbaud donne une image choquante, renforcée par le contre-rejet avec le mot tête, appartenant au vers 2 mais placé à la fin du vers 1. Ce mot crée un effet de suspense visuel et dramatique. L'emploi de la couleur vert pourrait être associé au vert livide, créant une atmosphère funèbre. Quant à la couleur blanc dans le vers 1, elle évoque le froid et la rigidité d'un corps. Ainsi, ces deux couleurs composent une palette mortifère, opposée à la déesse Vénus lumineuse de la tradition. Le vers 2, à cheveux bruns fortement pommadés, évoque une vulgarité urbaine, bien éloignée des boucles dorées de la déesse Vénus traditionnelle, constituant une opposition. Il s'agit d'une parodie. Les cheveux blonds sont remplacés par des cheveux bruns, composant une coiffure artificielle et disgracieuse, comme l'indique l'adjectif pommadé, qui suggère un excès d'artifice et l'absence de toute beauté naturelle. Cette description n'est qu'une hyperbole car l'adverbe fortement précède l'adjectif. Par ce procédé, le poète fait un effort délibéré pour ridiculiser l'apparence. Le recours excessif à la pommade suggère que Vénus, la déesse de la beauté, est simplement une figure qui cherche à être belle. Le vers 3 détourne le motif de la naissance anadyomène, traditionnellement associé à l'émergence de Vénus hors de la mer. Si le verbe émerge conserve l'idée d'une sortie de l'eau, l'origine de cette émergence est profondément dégradée. La mer mythologique est remplacée par une vieille baignoire, objet du quotidien dépourvu de toute dimension sacrée. Rimbaud ne supprime donc pas l'idée de naissance, mais il la parodie en la vidant de sa grandeur symbolique. La baignoire, déjà assimilée à un cercueil par le champ lexical de la mort présent dès le premier vers, devient le lieu d'une anti-naissance marquée par la désacralisation du mythe. Le mouvement de cette apparition achève la dégradation. L'adjectif lente ridiculise les gestes de la figure féminine et détruit toute image d'une entrée spectaculaire ou majestueuse de Vénus. Cette apparition est encore abaissée par l'adjectif bête, qui la renvoie d'abord à la stupidité, mais qui peut également être compris, par son sens nominal, comme une référence à l'animal. La déesse se voit ainsi privée de toute intelligence et de toute transcendance. Au lieu d'une apparition divine, le lecteur assiste à une caricature triviale. Cette dégradation est renforcée par la rime entre bête et tête. Il ne s'agit pas d'une rime décorative, mais d'une chute sémantique. La tête humaine, traditionnellement associée à l'esprit et à la raison, est ramenée au registre de l'animalité. Par cette rime ironique, Rimbaud accentue la transformation de Vénus, de l'humain vers l'animal, et participe pleinement à la dégradation de la déesse. Le vers 4, avec des déficits assez mal ravaudés, achève le tableau. Le terme déficit est un terme technique, choisi pour remplacer d'autres termes tels que défaut, plaie ou lésion. Ce choix révèle l'intention de Rimbaud de décrire un corps féminin comme un vieux vêtement réparé, un corps usé et disgracieux. Cette description est renforcée par l'expression mal ravaudée, issue du champ lexical du bricolage, réduisant ce corps à un assemblage défectueux. Ce vers détruit la beauté absolue et la perfection associée à la déesse. La rime entre pommadé et ravaudé crée une continuité dévalorisante entre les cheveux et le corps, réduisant la figure de Vénus à un assemblage artificiel et usé. Dans cette strophe, premier quatrain du sonnet à rime croisée, Rimbaud désacralise le mythe et provoque le lecteur. La beauté n'a plus rien de sacré. La description de la naissance de Vénus s'oppose au tableau « La naissance de Vénus » de Botticelli, où, née de l'écume, elle se dresse gracieusement sur une conque, symbole de sa naissance divine.
Elle s'oppose également à la représentation de Cabanel, où Vénus naît de l'écume comme dans un rêve. Son corps semble sculpté dans la lumière, lisse et immobile. Une rosée légère colore ses joues et sa bouche, donnant l'illusion d'une beauté idéale. Ces vers témoignent d'une émancipation poétique, libérée des règles et du comme il faut. Rimbaud s'éloigne de la beauté classique et de la beauté romantique. Il choque et il provoque en renversant les codes. Il s'oppose à l'art du Parnasse, selon lequel le poète devient l'artisan de la beauté parfaite. Pour lui, la beauté ne se lie pas à l'harmonie, mais peut résider dans une vérité parfois dégoûtante. En choisissant la figure de Vénus, il s'oppose à la mythologie, thème privilégié des Parnassiens, et montre que la laideur peut constituer une forme de beauté ancrée dans le réel. Cette strophe constitue également une émancipation morale, car Rimbaud présente une beauté que la société bourgeoise veut cacher et qui ne correspond pas aux goûts esthétiques policés. Puis le col gras et gris, les larges omoplates, qui saillent, le dos court qui rentre et qui ressort. Puis les rondeurs des reins semblent prendre l'essor. La graisse sous la peau paraît en feuilles plates. La description se poursuit de manière anatomique et méthodique. Rimbaud emploie tout d'abord le mot de liaison puis au vers 6 de façon abrupte, car n'apparaissait pas dans la strophe précédente. Ce terme marque une progression mécanique de la description et attire l'attention du lecteur sur l'examen minutieux du corps de cette figure féminine, en passant sans transition d'une partie du corps à une autre, ce qui crée une rupture de rythme. Les adjectifs péjoratifs gras et gris servent à décrire la teinte du cou, loin de toute évocation de la beauté divine. Ils suggèrent au contraire une apparence terne, sans éclat ni lumière, renforçant l'image d'un corps banal et disgracieux. Le rejet les larges omoplates au vers 5, prolongé par qui saille au vers 6, dénonce une difformité corporelle. D'une part, la largeur excessive des omoplates, et d'autre part, le fait qu'elles ressortent, souligne un manque d'harmonie physique. Ce déséquilibre est accentué par l'antithèse entre les adjectifs larges et courts, qui soulignent l'absence de proportions idéales. Rimbaud poursuit ainsi son entreprise de destruction de la beauté idéale, remplacée par la représentation d'un corps réel, sans harmonie et sans idéalisation poétique. Le vers 7 commence de nouveau par puis, employé pour deuxième fois, ce qui donne à la strophe un mouvement répétitif et mécanique. Ce mouvement est renforcé par les verbes rentre et ressort, qui donnent l'impression d'un corps en perpétuelle oscillation. Toutefois, ce mouvement ne suggère ni grâce ni sensualité. Il accentue au contraire l'absence de beauté classique, romantique ou parnassienne. Il s'agit d'un mouvement désordonné, marqué par la difformité. C'est peut-être pour cette raison que Rimbaud emploie les verbes de perception semble et paraît au vers 7 et 8. Ces modalisateurs introduisent une distance et donnent l'impression d'un regard clinique, presque froid, qui suspend toute impression de fluidité. La laideur du corps, due à l'absence de proportions harmonieuses, est encore accentuée par la référence aux rondeurs des reins qui semblent prendre l'essor. Cette élévation suggérée n'est pas celle de la grâce, mais celle de l'embonpoint. Cette caractéristique est de nouveau renforcée par l'emploi du nom graisse au vers 8, qui construit l'image d'un corps lourd et inesthétique. La métaphore en feuilles plates achève la description d'un corps privé de toute sensualité. Rimbaud ne renvoie pas à la légèreté d'une feuille naturelle, mais à une matière aplatie, sans relief ni vitalité. L'adjectif plate insiste sur l'absence de mouvement et de souplesse, réduisant la peau à une surface inanimée. Dans cette strophe, second quatrain du sonnet, Rimbaud modifie le schéma des rimes. Les rimes croisées de la première strophe sont remplacées par des rimes embrassées. Les rimes omoplates, plate, et ressort, et sort, transforment le rythme fluide du sonnet en un rythme plus fermé, produisant un effet de clôture. Ce choix formel souligne l'arrêt de toute élévation esthétique et attire l'attention du lecteur sur la laideur du corps décrit. Rimbaud emploie ici un champ lexical strictement anatomique, col, omoplate, dos, rein et peau. Le poète adopte le regard d'un observateur qui ne cherche pas à embellir, mais à inventorier le corps de manière presque scientifique. Cette strophe constitue ainsi une émancipation poétique. Rimbaud refuse de décrire le corps féminin selon des proportions idéales et s'oppose aux modèles esthétiques traditionnels. Il introduit la poésie du réel, libérée des codes classiques, et affirme une liberté artistique fondée sur la rupture. Les adjectifs gras, gris et plates témoignent de l'émancipation esthétique du poète face à la beauté imposée par les représentations idéalisées, notamment celle de la déesse Vénus. Ce quatrain constitue, comme le précédent, une parodie du blason féminin. Il s'agit d'un anti-blason, d'une anti-Vénus, qui ne célèbre pas la perfection, mais l'imperfection du corps réel. L'échine est un peu rouge, et le tout sent un goût. Horrible étrangement, on remarque surtout des singularités qu'il faut voir à la loupe. Cette strophe s'ouvre sur le terme échine, qui désigne une autre partie du corps humain. Rimbaud évite le terme anatomique plus neutre colonne vertébrale et choisit un mot appartenant à un registre plus courant, voire animal. En effet, le mot échine est fréquemment employé pour désigner le dos des animaux.
Par ce choix lexical, le poète prolonge la dégradation déjà amorcée dans les strophes précédentes, notamment avec le mot bête. La couleur rouge introduite au vers peut faire l'objet de plusieurs interprétations. Rimbaud refuse la représentation d'une Vénus idéale à la police et immaculée, caractéristique de l'esthétique parnassienne. Le rouge suggère ici une altération du corps, une irritation ou une blessure, renforçant l'idée que cette apparition n'est pas une naissance divine, mais la remontée maladroite d'un corps dégradé. Cette couleur ne renvoie donc ni à la beauté florale ni à la passion amoureuse, valeur traditionnellement associée au rouge dans le lyrisme romantique, mais à la matérialité de la chair. Rimbaud détourne ainsi la symbolique traditionnelle des couleurs et affirme une émancipation poétique fondée sur le rejet de l'idéalisation. La suite du vers associe deux sensations différentes, l'odorat à travers le verbe sent et le goût par le non-goût. Rimbaud mêle ses perceptions dans une synesthésie volontairement dérangeante, le tout sent un goût horrible. Le contre-rejet de l'adjectif horrible accentue la sensation de dégoût et renforce la violence sensorielle de la description, tandis que l'adverbe étrangement souligne l'anormalité de cette expérience. Le rejet entre la fin du vers 10 et le début du vers 11, on remarque surtout des singularités, met l'accent sur le terme singularité, soulignant les défauts de ce corps féminin. L'emploi du pronom indéfini on inclut le lecteur dans l'observation et l'associe au regard du poète. L'expression à la loupe place le poète et le lecteur dans la posture d'un observateur quasi scientifique. Ce regard clinique, froid et distancié, s'oppose radicalement au lyrisme traditionnel fondé sur l'émotion et l'idéalisation. Il s'agit d'une nouvelle forme d'émancipation poétique. En empruntant le langage et les outils de l'observation scientifique, Rimbaud ridiculise les codes esthétiques hérités du Parnasse et affirme une poésie de la lucidité et de la provocation, dans une démarche qui évoque, sans s'y rattacher, certaines méthodes du naturalisme. Enfin, les points de suspension qui clôturent la strophe suggèrent une liste inachevée de défauts et prolongent l'effet de malaise. Cette ouverture crée une attente inquiétante et laisse entendre que la dégradation du corps se poursuit au-delà de ce qui est montré. Cette strophe constitue le premier tercet du sonnet, marquant une rupture avec la régularité des quatrains précédents. Le passage au tercet accentue le resserrement de la description et prépare la chute finale du poème. Le schéma de rime évolue également. Les rimes ne soutiennent plus un mouvement descriptif fluide, mais contribuent à créer une impression d'arrêt et de malaise. La rime entre goût et surtout, prolongée par l'écho sonore avec loupe, produit une sonorité sourde et pesante en accord avec l'atmosphère de dégoût. Ce choix formel accompagne l'intensification de la provocation. À mesure que la structure classique du sonnet se referme, la dégradation du corps s'accentue, annonçant la chute brutale du dernier tercet. Les reins portent deux mots gravés, Clara Vénus, et tout ce corps remue étend sa large croupe. Belle hideusement d'un ulcère à l'anus. Au vers 12, en gravant le nom Clara Vénus sur les reins de la femme, Rimbaud présente un marquage, autrement dit un stigmate, au lieu d'une signature noble sur un socle ou dans le marbre. Les mots Clara, signifiant étymologiquement clair, et Vénus, renvoyant explicitement à la déesse de la beauté, constituent une signature ironique révélant l'intention du poète de moquer la tradition des peintres qui signaient leurs toiles représentant des nus idéalisés. L'emploi de l'adjectif gravé suggère une trace durable, voire violente, qui s'oppose au code de l'idéal artistique et enlève toute grandeur au mythe de la naissance de Vénus. Le vers 13 dessine un corps qui n'est plus inerte, mais animé par le mouvement. L'emploi du verbe remue indique le déplacement lourd de ce corps féminin qui s'anime. Le mot croupe, utilisé pour désigner la partie arrière du corps d'un animal, souligne une nouvelle fois l'animalisation de Vénus. En dépit de sa laideur, ce corps n'est donc plus figé. Il devient actif, ce qui accentue encore le malaise. Le dernier vers, incluant la suite du contre-rejet sa large croupe, belle, permet à Rimbaud de résumer son projet poétique. La beauté ne s'oppose plus à la laideur, mais se définit par elle. L'insertion de l'adjectif belle, renforcée par l'adverbe hideusement, et formant un oxymore, constitue une émancipation esthétique qui détruit toute conception traditionnelle de la beauté. Rimbaud affirme que la beauté peut surgir de la laideur, faisant ainsi émerger le sublime du grotesque. Le choix du mot ulcère, issu du champ lexical pathologique, constitue une provocation lexicale extrême, culminant avec la mention de l'anus, terme anatomique volontairement cru. Cette image inscrit le corps dans la maladie et la dégradation, et peut évoquer, sans être explicitement nommée, une réalité sordide et marginale. La figure de Vénus est ainsi détournée vers une anti-Vénus, incarnation d'un corps rejeté par les normes esthétiques et morales. Ce dernier tercet du poème constitue la chute du sonnet, lieu traditionnel de résolution. Il concentre et clôt le mouvement de renversement engagé tout au long du poème, en donnant à voir l'aboutissement d'une esthétique fondée sur la transgression et le détournement des codes hérités. À travers Vénus Anadyomène, Rimbaud opère une réécriture radicale du mythe de la naissance de Vénus.
En substituant à l'apparition divine une émergence grotesque et pathologique, il détruit méthodiquement les codes de la beauté idéale héritée de la tradition antique, picturale et parnassienne. La description anatomique, le lexique de la laideur, l'animalisation du corps et la brutalité de la chute transforment la déesse de l'amour en une anti-Vénus, incarnation provocatrice d'un corps réel, dégradé et marginal. Ce détournement ne relève pas d'un simple goût du scandale, il constitue une véritable émancipation créatrice. En refusant l'idéalisation, Rimbaud libère la poésie de l'obligation du beau et affirme une esthétique fondée sur la rupture, le choc et la lucidité. La laideur devient alors un moteur poétique, capable de produire un nouveau sublime, né du grotesque et de la provocation. Ainsi, ce poème manifeste la volonté rimbaldienne de rompre avec les normes esthétiques et morales de son époque pour inventer une poésie libre, transgressive et profondément moderne, où la création naît précisément de ce que la tradition cherchait à exclure. Poète adolescent, Rimbaud affirme ainsi sa révolte poétique en défiant le goût dominant et en revendiquant son droit à la liberté totale d'expression. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, pense à mettre un gros pouce bleu. C'est un petit geste qui nous aide énormément. Et si tu connais quelqu'un qui prépare le bac de français en première, n'hésite pas à lui partager cette vidéo, elle pourra vraiment lui être utile. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Retrouve-nous aussi sur les réseaux sociaux pour prolonger le voyage. À très bientôt!